Salut Coco, comment vas-tu dans ce tout premier épisode qu'on enregistre ensemble pour la série d'épisodes que tu m'embauchais à faire avec toi? Comment t'arrives là? Dans quelles énergies? Salut Julien. Bah écoute, je suis hyper stressée. Bon, mais je suis en même temps très heureuse d'être là avec toi et de pouvoir faire ces vidéos de partage avec toi dans ton énergie et puis mon énergie aussi, ça va être quelque chose de génial. Alors toi, tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais et comment tu accompagnes les personnes, mais il y a vraiment quelque chose autour de la visibilité. Et aujourd'hui, ce stress peut aussi venir te travailler chez toi parce que c'est ce que tu aides à faire pour les personnes que tu accompagnes, c'est être plus visible, se montrer et surtout dans un cadre professionnel. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ça? Effectivement, être visible, se montrer dans un cadre professionnel et même, je dirais, dans le monde. Et ça vient aussi de mon histoire totalement où depuis toute petite aussi avec un véritable manque de confiance en moi, je trouvais que ma valeur n'avait pas de place, mes mots, ce que je pensais n'avait pas leur place. Et donc j'ai eu tendance à me faire petite, toute petite, quelles que soient les circonstances, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise. Et j'ai été plutôt chercher ma valeur dans les notes, dans l'excellence à l'école, dans l'excellence dans mon parcours académique. Donc j'ai fait de grandes écoles, de grands parcours, plutôt dans un parcours scientifique, mathématique. Et de fil en aiguille, bah, j'ai compris qu'à un moment donné, tout ça ne va pas m'amener bien loin. C'est-à-dire que à un moment, on a besoin de se montrer, on a besoin d'être visible, on a besoin d'aller dire je suis là, je prends ma place, je suis présente, je peux contribuer. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, j'accompagne les autres ou les personnes dans un contexte pro d'entreprise à aller chercher cette place-là, pleinement qui ils sont. Comment tu as commencé ce parcours-là? Dans l'enfance, ça donnait quoi? Un Coco qui n'a pas sa place, qui a du mal à se montrer, à se positionner, à faire des vidéos comme tu le fais aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un chemin. Même si ça te challenge et que ça te stresse, il y a tout un chemin qui t'amène aujourd'hui à faire une vidéo et une série de vidéos sur une chaîne YouTube, publiquement, tu vois. Tu peux me répéter la question, Julia? Il y a beaucoup de choses qui me sont passées dans la tête. Pas de problème. Comment ça a démarré la petite Coco? Elle était dans quelles énergies? Son point A, il ressemblait à quoi? Ok. Son point A, bah, c'était... Ah, tu m'envoies loin là, Julien. Son point A, c'est en fait, c'est aussi une petite qui aimait beaucoup jouer avec son cercle de confiance. C'est-à-dire que quand elle est dans son cercle de confiance, quand elle est avec ses amis, des personnes qu'elle connaît bien un domaine de sécurité, elle se sent pleinement à l'aise, elle va rayonner, elle va même prendre le lead naturellement avec cette personne-là. Mais dès elle va être dans un environnement qu'elle va pas connaître, où elle va sentir un jugement, un regard d'autorité, euh, de plein d'échos qui la mettent en stress, elle va tout de suite se refermer en fait, se faire petite. Donc dans les fêtes d'anniversaire où les parents nous amenaient, où je connaissais absolument personne, je vais être plutôt en retrait en me disant en plus que je suis naze d'être là, etc. Donc avec plein de petites voix intérieures qui étaient euh, qui étaient déjà présents à l'époque déjà. T'as un souvenir en particulier d'un moment où vraiment c'est un marqueur, t'as été challengé, où tu sens que il y a quelque chose qui est vraiment incrusté en toi, en mode là je dois vraiment me faire petite, c'est dur pour moi. Euh, Bah écoute, là ce qui me vient, c'est une fête d'anniversaire euh, où les parents on y allait et je connaissais absolument personne. Je connaissais vraiment personne. Et pour le coup, j'étais pas du tout à l'aise. Et donc, je suis restée dans mon coin. Je suis vraiment restée dans mon coin en me disant, limite, on me voit pas, pourvu que ça se termine rapidement pour que je rentre chez moi.
Est-ce que tu sens que ce sentiment, il t'a accompagné tout le long, adolescence, professionnelle, parce que cette fête d'anniversaire, on connaît personne, ça peut être voilà au collège, au lycée, ça peut être dans ses études, ça peut être après ses premiers jobs, on arrive dans une entreprise, on connaît personne et tout, on peut avoir envie de se faire toute petite ou tout petit, alors que c'est un moment où on a besoin finalement d'aller vers l'autre. Est-ce que tu as revécu ces espaces-là régulièrement? Bah, ça va être en entreprise, oui, où quand j'ai commencé à travailler, où on va être beaucoup plus voir les personnes qui vont être extraverties. Où moi, en plus, avec ce parcours scientifique de rigueur, il y a ce côté-là, si ce que je vais dire n'est pas juste, n'est pas correct, bah, il vaut mieux que j'y réfléchisse encore plusieurs fois avant de m'exprimer, en fait, et que je sois pleinement sûre avant de m'exprimer. Donc, ça va être dans les salles de réunion, avec du stress, les pieds qui vont se serrer, et je vais me dire, non, là, bon, c'est mieux que je me contienne que de poser quelque chose, et en plus d'être dans l'erreur. Donc, ce qui fait que ce que tu vois, donc en plus avec mon parcours, ça fait que parce que les maths c'est simple, hein, c'est un plus un ça fait 2, mais des fois aussi même le reste. Donc à force d'avoir ce mode de fonctionnement là, oui, quand je suis rentrée en entreprise, en plus avec le un regard d'autorité qui pouvait être là, de jugement qui pouvait être là, oui, je me suis beaucoup contenue, ouais. Tu parles déjà de plusieurs fois de regard d'autorité. Comment tu le définis ce regard d'autorité et il vient où? D'où? C'est plutôt papa, maman, tante, grand-père, grand-mère? Tout ça ensemble. Prof, le prof, ouais, le prof aussi, les grands frères aussi. Donc ouais, il y a tout ça. Et, euh, et je pense qu'on avance aussi de façon inconsciente quand, quand on progresse. Et c'est des regards qui sont là, qui nous ont aidés à grandir, hein. Moi, je suis très reconnaissante de mon parcours. J'ai appris à mettre de la gratitude dans toutes mes expériences parce que c'est ça qui m'a forgé aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins que quand on va rentrer en entreprise ou quand on va être dans des contextes donnés face à certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, mais on va se friser. Donc il y a quelque chose qui se met en place comme si bah, peut-être que cette personne représente bah, justement un prof à l'époque, mais on n'en a pas conscience. Ou le père à l'époque il dit d'être juste, tu ne dois pas être dans l'erreur. Donc on l'a là derrière et donc ça va nous bloquer de façon inconsciente. Et toi, Coco, t'es né en France? Non, je suis née au Togo. T'es né au Togo. Est-ce Ouais. que t'arrives à quel âge en France? Je suis arrivée en France à 17 ans. Ah oui! Donc en fait, t'as été vachement imprégné pendant 17 ans de la culture togolaise. Elle ressemble à quoi Ouais. la culture togolaise et surtout par rapport au regard d'autorité et tout? Comment c'était le cadre? Ah oui, excellente question. Excellente question, Julien. Bah écoute, la culture togolaise, il y a un respect de l'aîné qui est très fort. Un respect de l'aîné et un enfant ne parle pas quand un aîné parle. En réunion, on se tait, on attend que les autres finissent de parler pour pouvoir parler, on ne coupe pas la parole et on est dans le respect en fait. Vraiment, il y a l'aîné, il y a le grand frère, la grande sœur. C'est hiérarchique, donc il y a un respect qui est là, qui est présent. Et ce respect, est-ce qu'il est, il a été plus contraignant pour toi en tant que fille, jeune fille, ou tu sens que ça c'est dans ta famille le cadre laissait quand même la place aussi aux femmes? Non, il y avait de la place aux femmes. Ouais, il n'y avait pas de distinction outre mesure. Donc la hiérarchie des aînés, des Ouais, anciens, et le respect, le cadre, effectivement, la ouais. parole qui doit. Du coup, est-ce qu'il y a eu cette pression de ma parole doit être précieuse et bien positionnée parce que elle est pas souvent, elle est pas commune et elle est pas toujours mise en priorité parce qu'il y a les aînés avant moi, quoi. Oui, 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 ma parole, elle doit être, elle doit être calibrée, tu vois. T'as pas beaucoup de temps pour parler déjà, donc elle doit être calibrée, elle doit être posée là, et puis d'attendre son tour aussi, en fait. Attendre son tour. Et donc ouais, ça a pas mal imprégné, surtout pendant 17 ans, en fait, ta manière de prendre la parole en public, j'imagine Oui, là. oui, c'est ça. Et donc, ouais, donc c'était des choses qui étaient là, où
Bah, en plus, avec un volet confiance en moi, hein, parce que je pense on est tous différents. On a eu certainement tous ces éducations, mais on ne réagit pas forcément de la même façon. Mais moi, en tout cas, de la façon dont je suis constituée, avec ces doutes que j'ai, avec ce côté recherche d'excellence, de rigueur, de perfection, fait que mécaniquement, j'ai dû absorber plus ce côté-là, en fait. Et en me disant que ma parole doit être juste avant de la poser. Et comment tu as pu avancer pour que ça soit moins challengeant de t'exprimer? Parce que, comme on le dit, dans l'entreprise et les personnes que tu accompagnes, c'est j'ai envie de changer de poste, j'ai envie de prendre ma place plus dans l'entreprise, j'ai envie d'être reconnu par la hiérarchie, tu vois? Donc tu retrouves aussi un peu, effectivement, ces strates dans l'entreprise que tu as pu connaître dans ton enfance. Et comment tu arrives à justement se dire, je peux m'autoriser à dire des choses, parce qu'il y a des moments où tout n'est pas hyper calibré. On a besoin aussi d'exprimer ou de faire un peu des erreurs pour ajuster ou tu vois, pour se sentir vivant et pas étriqué. Comment t'as avancé, toi, pour déjà arriver à ce que tu fais aujourd'hui, quoi? Ok. Ce que je comprends de ta question, c'est comment est-ce que finalement je suis arrivée là aujourd'hui à prendre la parole, à me rendre plus visible, à bah oui, à parler de mon parcours. C'est ça, Julien. Ouais, et dans l'idée, pour moi, c'est comment tu vois, t'arrives à sortir d'un cadre qui te demande d'être vraiment calibré à quelque chose où tu t'autorises, tu vois, voilà, à parler, à dire attends, je comprends ça, tu peux me répéter la question, tu vois, et tu t'autorises justement à échanger ou à dire ce qui te traverse. Ça, je pense que ce n'était pas le cas au démarrage. Ouais, c'est un long parcours. C'est un long parcours. À un moment, j'ai justement dans ce volet recherche de légitimité, recherche de ma légitimité, recherche d'une sensation intérieure de légitimité, hein. La légitimité, on la cherche beaucoup à l'extérieur par les notes, les parcours, les diplômes, etc. Mais finalement, à l'intérieur, il y a quand même toujours un doute. Donc, à un moment donné, j'ai dû passer une évaluation pour changer de grade, passer cadre supérieur. Et cette évaluation, je l'ai échouée. Et en ma qualité de compétitrice qui n'aime pas subir, j'ai donc décidé de me faire accompagner moi-même par une coach pour justement aller comprendre qu'est-ce qui me manquait, les soft skills, bah, qu'est-ce qui fait que j'ai dû friser dans cette évaluation. Et c'est ce démarrage-là, en fait, qui m'a mise le pied à l'étrier. Et de fil en aiguille, j'ai appris à accepter le fait dans l'erreur et de me dire que être dans l'erreur n'a pas d'impact sur ma valeur. C'est pas parce que je suis dans l'erreur que je n'ai pas de valeur, tu vois. Donc, ok, je suis dans l'erreur, je suis ok. Et même dire oui, là peut-être que je vais être dans l'erreur, mais c'est ok. Mais il y a vraiment ce sentiment de, enfin, je vais faire ça, dissocier en fait l'erreur ou les diplômes, etc. de sa propre valeur en fait. On reste qui on est et c'est normal de faire des erreurs. Et ça, c'était facile de faire des erreurs dans ton enfance? C'était quelque chose qui était plutôt accueilli ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre comme compétence? T'en poses ces questions, Julien. Je suis là pour ça. J'adore l'idée de compétence, d'être dans l'erreur. Je l'avais jamais visualisé comme ça. Effectivement, c'est une compétence. Effectivement, c'est une compétence. Non, j'ai pas, comme je disais, non. Pour moi, ce que tu fais doit être bien fait. Euh, et quand tu testes des choses, ça doit être correct en fait. Et il y a un côté travail qui fait que ça doit être correct. Donc, je suis partie chercher à être dans l'erreur. Et en fait, même, c'est un point, je pense que c'est un point important sur mon parcours parce que quand j'ai démarré ce cheminement personnel pour aller à la rencontre de moi-même, la connaissance de moi-même, j'ai cherché justement des outils qui m'autorisaient à être dans l'erreur. Euh, ou des outils où je pouvais poser ma voix et que
il y avait plusieurs portes qui s'ouvrent, tu vois. Et donc là, on n'est plus dans la vérité absolue, une pseudo-vérité absolue, mais on est dans une ouverture de possibilités et chaque possibilité mène vers une option donnée. Donc, je suis partie chercher à développer mon intuition, par exemple. L'intuition où généralement on se dit est-ce vrai, est-ce faux? Donc, j'ai appris à l'accepter. Donc, je suis vraiment allée chercher volontairement des choses qui m'autorisent à être dans l'erreur pour accepter moi-même d'être dans l'erreur. Et en fait, j'entends que c'est l'idée que ton cercle de confiance dans lequel tu pouvais enfant te sentir super à l'aise et tout être toi, être cette coco extravertie, en fait, tu es venu le construire par toi-même en développant cette compétence donc d'apprendre à être dans l'erreur, à être bien dans l'erreur en fait, et retrouver je suis en cercle de confiance dans l'erreur. Et donc comme je Ouais. suis en cercle de confiance et dans cet espace d'erreur, juste d'expérimentation, si on prend ça comme une information, c'est pas une erreur, parce que c'est un jugement déjà de dire c'est une Mhm. erreur. Et bien en fait, du coup, tu as plusieurs options qui se montrent devant toi et tu peux choisir naturellement celle qui se présente comme on est en train de le faire dans l'interview, tu vois. S'autoriser Mhm. à se dire peut-être les questions seront pas les meilleures du monde, mais il y a un moment, peut-être on a un chemin qui se dessine si je suis en confiance à l'intérieur de moi quand j'interview Coco et que j'ai réglé effectivement les problèmes techniques, machin et tout, que je me sens bien et on peut échanger, quoi. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Ouais, c'est de ça dont je parle en fait. C'est vraiment de ça dont je parle. Et je peux aussi faire référence au fait que je publie régulièrement sur LinkedIn. Et c'est quelque chose que je suis partie chercher aussi justement pour aller me challenger aussi dans ce volet visibilité, ne plus être dans l'ombre de par mon métier d'origine qui est actuaire, qui est plutôt back office et accepter de que chaque poste pouvait résonner ou pas résonner, accepter de démarrer quelque part sans avoir la vérité absolue et d'avoir des flops et donc d'être dans l'erreur. Donc finalement, je suis toujours partie chercher ce challenge-là et derrière, ce qui a été ma base vraiment pour être dans ce challenge-là, c'est ma connaissance de moi. À un moment, je me suis dit, OK, c'est comme ça que je fonctionne. Let go. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, bah non, je suis un carré dans un monde de rond. C'est trop bizarre et moi, je veux devenir rond comme tout le monde pour être comme tout le monde. Alors que non, je suis un carré. Donc, je suis partie chercher ce carré-là avec des couleurs particulières et accepter de l'être. Il me dit, bon, whatever, on y va. Avec la peur toujours, mais bon, on y va quand même. Ouais, parce que la peur, elle t'accompagne forcément à Ah chaque oui. étape. Et elle a pas disparu, la peur, j'imagine, Coco. La preuve, elle était au départ de cet épisode. Ouais, 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 la peur, elle est présente à chaque étape, à chaque étape. À chaque action que je fais, il y a tout, 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 tout. Et hier, j'ai eu un échange intéressant. On m'a demandé, parce que je parlais justement de ses peurs, de ses doutes, etc. Et la personne m'a demandé, OK, j'entends. Et de quoi est-ce que tu es sûre? J'ai trouvé cette question mais trop pertinente. Parce que oui, on a les peurs, mais de quoi est-ce que tu es sûr? Quel est ton phare en fait? Et donc je lui ai répondu, mon phare, je sais la direction dans laquelle je veux aller. Et bah voilà. Donc à un moment, à chaque fois, je me dis, je sais où je veux aller, je vais mener les actions et puis je vais voir comment est-ce que ça me permet d'avancer. Et tu veux aller où, alors, toi? Je veux aller où? Euh, je veux aller où? Je veux aller dans l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'apprendre à mieux se connaître, de reconnaître leurs valeurs et qui ont aujourd'hui une envie de se transformer. Donc, je veux être à cette intersection-là, en fait. Et ça, c'est ma direction, en fait. Être dans l'accompagnement et dans la transformation de l'humain. Ça fait combien de temps que tu as fait ce mouvement? Parce que t'es actuaire encore actuellement. Est-ce que tu Ouais, peux je suis d'abord, actuelle. est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'être actuaire?
Oui, je suis actuaire. Et je le suis toujours. J'évolue dans des entreprises, dans des grandes entreprises d'assurance de la place, dans un domaine d'activité très exigeant, très rigoureux. Et l'actuaire, en fait, c'est un spécialiste de la gestion des risques dans le domaine de l'assurance. Je vais faire une aparté parce que j'adore ça. L'assurance, c'est pas un business comme les autres. Quand on va faire de la restauration, on va acheter la tomate, ceci, cela, on sait combien ça nous coûte. On fait notre business plan, on connaît le prix de revient et la marge qu'on veut en dégager. Donc c'est simple, on fixe le prix du plat et puis on sait combien de personnes on va avoir. Dans l'assurance, on parle de cycle inversé, c'est-à-dire que je vais donner mon prix ou bien mon tarif d'assurance avant de savoir ce que ça va me coûter. Parce que les sinistres viennent bien après. Et au-delà de ça, pour définir ce tarif-là, moi, je vais me baser sur l'historique de mes sinistres. Donc, on va utiliser beaucoup de probabilités, beaucoup de statistiques, beaucoup d'estimations, de prédictions, et donc beaucoup de maths en l'occurrence. Et en plus, on doit faire le prix sur une grosse population de données parce que c'est aussi de la mutualisation de l'assurance. Et donc là, on est parti chercher ce spécialiste-là qui a toutes ces compétences-là pour contribuer à la gestion des risques dans le domaine de l'assurance. C'est super intéressant parce que du coup, ça demande effectivement d'être hyper rigoureux, et hyper précis, hyper correct et de diminuer au maximum le potentiel d'erreur du coup. Parce que sinon, ça peut Oui, coûter très cher, quoi. oui, absolument, absolument. En plus, on Donc a c'était le régulateur qui est là, qui supervise, donc oui. Et donc, en fait, un métier où l'erreur est presque pas permise, ou en tout cas on doit la diminuer au maximum. Et aujourd'hui, tu vas vers un métier où tu apprends aux gens à s'autoriser à être dans l'erreur pour pouvoir justement grandir, cultiver cette compétence-là et avancer, quoi. Hum, hum, hum. Parce que on est trop, on on n'est pas à son plein potentiel en fait. Quand on se dit que on a peur d'être dans l'erreur, on n'est pas à son plein potentiel. On ne s'autorise pas en fait. On ne s'autorise pas à aller chercher peut-être ses ressources dans la créativité, dans peut-être l'innovation. En plus, les entreprises sont bien cadrées, c'est bien normé. Et si on ne s'autorise pas à aller chercher d'autres facettes de nous, bah, on s'enferme en fait intérieurement. Et quelque part, il y a des tensions qui vont être là, qu'on ne comprend pas, des frustrations, des émotions qui vont exploser à la maison. Donc, on ne s'autorise pas à être pleinement soi. Être pleinement soi, c'est aussi affirmer pleinement son identité. Et tu me partageais en privé que t'es passé, tu t'es officialisé un peu sur LinkedIn avec le statut de coach. Et donc effectivement, il y a l'idée de j'ose incarner ce métier pleinement aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé déjà, tout en étant encore actuaire, dans le métier de coach? Bah, en fait, j'ai commencé par être mentor. J'ai commencé par être mentor. Donc, j'ai accompagné des cadres professionnels qui voulaient justement s'affirmer, mieux communiquer, progresser dans leur carrière. Et ça me permet de faire une aparté. Hier, une personne me disait que je suis un accélérateur de carrière. Je trouvais ça plutôt pertinent et intéressant. Et donc, j'ai commencé par mentor. Et l'année dernière, je me suis formée. Je me suis formée à l'approche coactive qui est la meilleure approche de coaching au monde. Donc, c'est parmi les meilleures approches de coaching. Je me suis formée à ça et j'ai commencé effectivement à développer mon activité à la suite avec Et cette méthode, plus dans le coaching que dans le mentorat. Parce qu'il y a deux visions différentes entre coaching et mentorat également. ça, j'aimerais bien qu'on en parle, mais dans d'autres épisodes, parce que c'est vachement intéressant, ta vision du coaching, le mentorat. Mais justement, sur cette identité, pourquoi c'était challengeant pour toi d'évoluer dans toi? Tu es en train d'accélérer ta carrière parce que tu es en train de faire des pas de côté, tu évolues, tu grandis, tu progresses. Pourquoi c'était un challenge là, de se montrer sur LinkedIn en tant que coach et plus actuaire, qui était sécurisant pour toi? Ah, c'était challengeant à tous les... C'est comme si tu sors du cadre, en fait, de l'actuaire, justement.
Parce que l'actuaire, c'est un cadre, c'est en entreprise, c'est le regard des autres. C'est comme si tu sortais du clan, tu vois. Tu fais un pas de côté. Donc, est-ce que tu es De la encore famille, quoi, ouais, du clan, de la famille, la c'est ça, quoi. famille, tu vois, la famille. Est-ce que t'es encore actuaire ou t'es vraiment pas actuaire? Comment est-ce qu'on doit te considérer en fait finalement? Qui es-tu vraiment? Souvent c'est les genres de questions d'ailleurs. Qui es-tu vraiment? Bah, ouais. Et donc c'est effectivement, j'ai dû me dire, je suis visible et entourée dans mon cadre, tu vois. J'avais des croyances limitantes que j'ai shifté en me disant je suis visible et entourée dans mon cadre. Je ne suis pas seule. J'ai des gens autour de moi. Et, euh, et ça, et aussi, il y a ce volet-là. Et puis aussi, il y a forcément le volet où il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Donc, tu dis, est-ce que j'assume ce titre ou pas? Qui est coach, qui n'est pas coach, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, ce que ça vient chercher chez moi, on va aller aussi le chercher. On va l'assumer, on va le porter, on va le vivre. Et puis ça aussi, ça permet en fait, puisque ce dont tu as peur, c'est ce qui va se refléter pour toi en fait. Si tu l'assumes pas, ce titre-là, bah, les autres viendront forcément te dire, ah les coachs, il y en a beaucoup ces derniers temps, c'est pas, ouais, ok, fair, but come and try with me si tu veux, ou laisse de côté ou suis ton chemin, parce que de toute façon sur ton chemin il y aura toujours ceux que tu as besoin de laisser de côté puis d'avancer pour aller voir ceux qui ont vraiment besoin de toi en fait. Ouais, et puis est-ce qu'on dit, ah, il y a beaucoup de boulangers hein, quand même, il y a beaucoup de restaurants, oh les pizzerias, il y en a vraiment trop des pizzerias. Bah non, Tu c'est la même chose. m'étonnes. On est super Tu content qu'il y ait plein de pizzerias, enfin, en tout cas pour moi. Mais... Mais vraiment, au centre-ville de chez moi, les boulangers, j'en ai un tous les 300 mètres, quoi. Donc là, pourtant, c'est toujours blindé. Et personne se plaint sur LinkedIn, oh il y a trop de coachs quoi. Et de boulanger. Mais oui, donc, et on va terminer cet épisode, ce premier épisode, parce qu'on arrive à la fin, on va vous faire des épisodes de 30 minutes en moyenne, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, justement, s'autoriser à l'erreur, s'autoriser la déloyauté au clan, sortir de la famille qui peut être l'entreprise, parce que c'est une nouvelle famille évidente dès qu'on sort, et souvent on vient plonger profondément dans ces loyautés-là quand on veut bouger et évoluer, accélérer sa carrière, comme les personnes qui viennent à toi, et on en parlera évidemment tout au fil des épisodes, comment vous aider à accélérer votre carrière, comment sortir de ces cadres trop serrés et étriqués pour vous à certains moments de votre vie. Mais pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeune Coco qui se sentait à l'aise dans son cercle de confiance quand elle était petite, mais quand même très étriquée par le cadre et la hiérarchie familiale, et qu'aujourd'hui, voilà, avec ce chemin que tu as fait, qu'est-ce que tu auras envie de lui envoyer comme message et comme capsule temporelle là, dans cette fin d'épisode? Comme capsule temporelle. Bah écoute, moi je fonctionne beaucoup par gratitude. Et la capsule temporelle, c'est gratitude. Parce que elle a toujours cherché finalement à apprendre à se connaître, à apprendre à s'accepter en fait. Et c'est grâce à elle que je suis là. Donc gratitude. C'est parfait. Et ça, c'est un peu tes étapes. Se connaître, s'accepter, évoluer, ce serait la troisième. Ouais, évoluer pour être visible. Génial. Ouais. Parfait. Bah voilà, c'est un très beau premier épisode. Très belle. Bon, j'ai du mal moi aussi en français des fois. On Vous allez accepte voir. d'être dans l'erreur, Julien. Alors oui, moi, le français et l'erreur, alors là, c'est vraiment une belle compétence que j'ai. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, les personnes que j'accompagne sur YouTube. Et pour terminer, je trouve que bah, c'est vraiment une très 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 belle fin. Et l'idée, c'est que vous allez trouver ça aussi sur ces épisodes. Et je trouve ça génial parce que tu verras, Coco, cet épisode, ce premier, ce naturel que tu as, ces éléments que tu partages. Enfin, il y a quelque chose d'hyper vivant qui tout de suite montre, bah, il y a des coachs, oui, partout, en tout cas dans certains domaines, mais il y a des personnes comme Coco qui sont uniques et chacun et chacune de vous être unique. Donc c'est vraiment hyper important de pouvoir l'incarner. Et je trouve que tu l'as très très bien fait. En tout cas, moi j'ai connecté avec toi pour cette première vidéo et j'ai hâte d'enregistrer les suivantes. Merci, Julien. Merci J'ai Coco. j'ai apprécié ce premier jet.
Tout à fait. Puis vous allez voir, ça va évoluer au fil des vidéos et c'est ça qui est chouette parce que ça va, évidemment, c'est des compétences aussi, prise de parole, de connexion l'un à l'autre et dans l'échange et dans l'interview. Et vous allez voir, ça va être de plus en plus naturel et ça va, voilà, être nous, ensemble, dans ce travail-là et surtout Coco et ce qu'elle va présenter. À très bientôt tout le monde. À la suite. À bientôt! Ciao.